Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 238e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui décrypte, analyse et décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 16 décembre, il était exactement midi et nous allons revenir aujourd'hui sur la cérémonie du marin de l'année qui a eu lieu lundi soir au Casino de Paris. En compagnie aujourd'hui du président de la Fédération française de voile, Jean-Luc Denéchaud. Salut Jean-Luc. Bonjour. Et avec lui, le directeur technique national de la Fédération française de voile, Guillaume Chiellino. Salut Guillaume. Bonjour Axel, bonjour à tous. L'un comme l'autre, vous êtes au siège du CNOSF à Paris, où vient d'avoir lieu la présentation de l'équipe de France de voile olympique pour l'année 2026. On va également en parler. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, je rappelle le palmarès de cette soirée du marin de l'année, qui a donc couronné Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, dans les conditions que l'on connaît depuis qu'il a révélé sa maladie en septembre, et qui succède en tant que marin de l'année à Charles Caudrelier, élu l'an dernier. Autre sportif récompensé lors de cette soirée parisienne, la jeune Lisa Caval, 21 ans, troisième des championnats d'Europe 2025 de kitefall en senior, est élue meilleur espoir féminin, tandis que l'équipage de match racing mené par Marin Mikulo, champion du monde jeune de match racing en juillet, a été désigné meilleur espoir masculin. Enfin, l'ancien spécialiste de 470, Nicolas Lebert, entraîneur de l'équipe de France d'I-Class 6, a été désigné coach de l'année pour avoir mené Luis Cervera à un historique titre mondial en mai dernier. Voilà un rappel rapide de ce palmarès, et il y a d'autres marins qui ont été bien évidemment couronnés au cours de cette soirée. On va vous, question toute bête, Jean-Luc et Guillaume, comment s'est passée cette soirée au Casino de Paris, qui est un nouveau lieu jusqu'ici ces dernières années, cette soirée des champions, comme vous l'appelez, se passait à l'Olympia? Eh bien, très bien, elle s'est très bien passée. On a déjà des très bons retours. Ce qui est important et l'objectif qui est atteint, c'est de montrer la diversité de la voile, la diversité des pratiquants, la diversité des supports et le fait de se retrouver tous ensemble, de partager et de partager, quelque chose qui nous tient à cœur, qui est, la performance. Et vous savez combien la Fédération française de voile est attachée à la notion de performance, qu'elle soit sportive ou sociale. Et là, on était là pour honorer la performance sportive et donc célébrer nos grands champions. Avec un nouveau lieu, le Casino de Paris, c'était quoi l'idée, Jean-Luc? Donner un nouveau souffle à cette soirée, changer un peu de cadre? Oui, je pense que on a eu des très belles éditions à l'Olympia et c'était intéressant de pouvoir changer, de donner une autre ambiance. Voilà, ça fait de la nouveauté, ça fait de l'attrait et d'ailleurs, le public a suivi parce qu'on était, très nombreux hier soir. Alors avant cette soirée, il y a eu un jury qui s'est réuni, dans l'après-midi hier, comme d'habitude, je crois, à l'Assemblée nationale, où le député du Morbihan, Jimmy Pain vous accueille tous les ans, avec Tony Estanguet comme président. Jean-Luc, tu étais présent bien évidemment lors de ce jury. Comment ça s'est passé? Est-ce que Tony Estanguet était un président participatif? Oui, bah, Tony, en tant que grand sportif, évidemment, avait étudié la liste de l'ensemble des personnes qui concouraient pour le titre de marin de l'année. Et il a pu, avec brio, faire partager tout le monde. Tout le monde a pu prendre la parole, même si effectivement une unanimité s'est vite dégagée. Mais ce que tout le monde a relevé et notamment les nouveaux, qui participaient, c'est la diversité de notre sport et toujours la même problématique de juger des spécialités qui sont quand même, très très différentes. Donc Tony a été excellent dans les débats en faisant parler chacun, en leur demandant leur avis d'experts et je pense que ça a été apprécié par tous.
Sans trahir le secret des débats, Jean-Luc, tu parlais d'unanimité. Est-ce que, je donc le marin de l'année est Charlie Dalin? C'est pas vraiment une surprise à proprement parler. Est-ce qu'il y a vraiment eu unanimité sur ce titre-là? Ou est-ce qu'il y a eu des débats? Comment ça s'est passé? Non, je pense que s'il y a eu vraiment une unanimité parce que tout le monde a reconnu qu'on avait d'énormes champions dans cette sélection, mais il y en avait un qui dépassait, tous, de par son exploit, incroyable, sportif et puis aussi, tout le monde a en tête le fait que, il avait quand même, l'année d'avant franchi en premier la ligne et que évidemment dans le cadre réglementaire qui est celui du Vendée Globe, il avait été déclaré deuxième suite, au temps, bonifié, à Yannick Bestaven suite à l'assistance qu'il avait fait et tout le monde avait aussi, trouvé, son comportement et son acceptation de la règle, très, vraiment très très classe. Donc je pense que c'est aussi, l'homme, qui a été, récompensé, en plus de la performance sportive extraordinaire, pour laquelle tout le monde s'accordait. Guillaume, quel est toi ton regard sur ce titre de marin de l'année pour Charlie Dalin? Il est effectivement, largement mérité. C'est un champion extraordinaire, qui fait progresser, notre sport, c'est un metteur au point incroyable, il aime, la vitesse, des bateaux, il aime, le challenge, donc c'est vraiment, une très belle reconnaissance et d'ailleurs, c'est important de signaler qu'il a été le premier Français reconnu par notre fédération internationale, il y a 1 mois et demi, en Irlande. 3 Françaises avant lui avaient été honorées, Isabelle Autissier, Claire Leroy et plus récemment Marie Rioux. Et là, pour la première fois, un Français, Charlie Dalin, est allé chercher ce titre à l'international. Donc, effectivement, c'est fort logiquement qu'il est allé le chercher aussi au niveau de la France hier soir. Est-ce que le fait qu'il ait révélé en septembre dernier, qu'il a couru ce Vendée Globe alors qu'il était, atteint d'un cancer, hein, il a révélé sa maladie, récemment, ça a ajouté encore plus de valeur à ce titre selon vous? Bah, je crois que si vous voulez déjà le Vendée Globe, dans l'opinion publique, hein, puisque c'est quand même, certainement enfin c'est la partie de notre sport qui est le plus suivie par le grand public, où, il y a déjà un immense respect pour les marins qui font le Vendée Globe et effectivement, bah, l'annonce de son état de santé a je pense, créé beaucoup d'émotions, dans le grand public, c'est aussi, des vertus d'exemple, pour des gens, qui sont malades, qui sont dans leurs chambres d'hôpitaux, qui luttent et de savoir qu'on peut faire de grandes choses, que, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui est ressenti par tous. Il y avait d'autres, nommés, en course au large, pour ce titre de marin de l'année. Est-ce que, dans les autres nommés, je parle uniquement de la course au large, est-ce qu'il y a d'autres exploits qui vous ont marqué, sur cette année, l'un comme l'autre? Bah, je crois qu'il y a Alexis Loison et comme le disait Guillaume, Alexis Loison pour sa victoire, dans la solitaire du Figaro, lors à la 19e fois où il se présentait, il la gagne et d'ailleurs comme le disait, Guillaume, c'est la première fois qu'un marin français a le titre de Sailor of the Year, mais c'est aussi la première fois qu'on en a 2 qui concourent puisque Alexis Loison était aussi, en concours pour ce titre-là, puisqu'il a aussi gagné le dans sa catégorie le Fastnet et puis aussi de Néobar, donc une année, extraordinaire. Et puis un autre très grand événement et qui a été, aussi souligné par le jury, c'est la prestation de Charlotte Yvain en remportant le titre de alors je vais dire champion de France puisque c'est mixte, champion de France de course au large, élite et donc ça, c'est une performance incroyable. C'est la première fois qu'une femme, gagne ce championnat de France. C'est la première fois qu'une femme est sur la deuxième place de la solitaire du Figaro. Ouais. Donc oui, on avait, de très grands champions et des très beaux exploits dans la course au large. Guillaume, voir Charlotte Yvain justement, qui est issue de la filière fédérale, hein, progresser comme ça de la voile légère à la voile habitable pour terminer, championne de France, deuxième de la solitaire du Figaro-Paprec. J'imagine c'est une satisfaction en tant que directeur technique national? Bah, c'est évidemment un parcours, exemplaire et qui, j'espère pour elle et pour nous,
ne fait que commencer. Nous, ce qu'on prône à la Fédération française de voile, c'est des possibles allers-retours entre toutes ces disciplines reconnues de haut niveau. Et aujourd'hui, il y a certains athlètes qui font du large, mais pourquoi pas revenir un jour sur de l'olympisme ou de l'inshore. En tout cas, je pense que les différentes disciplines de haut niveau peuvent s'alimenter les unes les autres. Et pour prolonger un petit peu ta question, moi, je ferais bien aussi un clin d'œil à Morgan Lagravière, qui a été nommé, bien sûr, avec Jérémy Bayou hier soir, mais Morgan venait de gagner sa troisième transat d'affilée. J'ai eu la chance d'entraîner Morgan quand il faisait du 49er. Et je suis avec attention, respect et admiration son parcours, et je crois que son parcours n'est pas terminé. Et donc, c'est aussi ce genre de profil qu'on trouve très intéressant à la Fédération française de voile. Ouais, effectivement, triple vainqueur, consécutif de la Transat Cafeller, les 2 fois précédentes avec, Thomas Ruyant. Justement, une petite question, Guillaume, tu es directeur technique national, on connaît que ton rôle avant, tu étais, directeur de l'équipe de France de voile olympique. En tant que DTN, à quel point tu t'investis, dans tous les sujets liés à la course au large? Est-ce que ça prend une part importante de ton activité? En tout cas, ça prend une part, notamment parce que nous avons une CTS, conseillère technique sportive, en la personne de Jeanne Grégoire, que je missionne en totalité de son temps quasiment sur la course au large, puisqu'elle dirige le pôle France de Port-la-Forêt. Et puis Marc Bouvet, qui est un salarié de la Fédération française de voile, qui travaille avec moi à la direction technique. Donc, on travaille en très étroite collaboration avec Marc, et qui consacre aussi une part de son temps à la course au large. Et pour ma part, bien évidemment, j'ai un œil sur tout ça, parce que le rôle de DTN, on peut traduire ce terme de directeur technique national comme directeur des sports. Et donc, il y a effectivement une très grande diversité du sport voile. Et mon job, c'est de suivre toutes ces disciplines. Mais évidemment, j'ai des relais pour ça. Passons maintenant aux autres lauréats de cette, soirée du marin de l'année, qui ne sont pas désignés par le jury, hein. Le jury ne se prononce que sur le marin de l'année. Jean-Luc, est-ce que tu peux nous expliquer quel est un peu le process de désignation pour les autres marins qui ont été honorés, lors de cette soirée, hier soir? Oui, alors, le déroulement, en fait, de la soirée du marin de l'année, fait l'objet d'un règlement au sein de la fédération. Comme tu l'as évoqué, le marin de l'année, c'est de la décision, du jury qui est rassemblé. Pour ce qui est, l'espoir de l'année ou le coach, de l'année, c'est, une équipe, pluridisciplinaire de la fédération qui se réunit et qui vote de manière à ce qu'on ait nos vainqueurs et nos très beaux vainqueurs qu'on a eu hier soir. Eh bien, justement, on va les présenter. On va commencer par, l'espoir féminin, meilleur espoir féminin comme vous l'appelez, Lisa Caval, 3e des championnats d'Europe senior, de kitefoil, Celtanier. Guillaume, est-ce que tu peux, nous la présenter et pourquoi vous avez fait ce choix à la fédération française? Troisième au championnat d'Europe senior, comme tu viens de le dire. Franchement, c'est juste une progression extraordinaire. Si on avait que des athlètes comme ça dans les catégories jeunes qui performent tout de suite sur les catégories seniors, je pense que je serais le plus heureux des DTN. Plus sérieusement, Lisa, elle a un gabarit impressionnant, elle a énormément travaillé. Hier soir, elle a eu des mots très intéressants. Elle a dit devant toute cette belle salle du Casino de Paris, j'ai Lauriane Nolot comme partenaire d'entraînement. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette position de Lisa, qui est, ben voilà, elle s'entraîne avec Lauriane, c'est bien, et elle se met pas du tout en position basse par rapport à Lauriane. C'est une battante, c'est une combattante, et c'est ce genre de profil dont on a besoin pour aller chercher des médailles. Alors bien sûr, dans notre sport, malheureusement, il n'y a qu'un seul sélectionné aux Jeux Olympiques à la fin, mais en tout cas, on a deux très belles championnes en kite féminin.
Il y a une championne qui n'est plus, sous les couleurs qui ne court plus sous les couleurs de la Fédération française de voile en kitefoil, qui est Jessie Kampmann, qui a été sacrée championne du monde, hein, si je me trompe pas, en fin d'année. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut comme ça passer d'un pays à l'autre, en kitefoil, en voile olympique? Jean-Luc, Guillaume, je sais pas qui veut s'exprimer là-dessus? La règle normalement, c'est, qu'on ne peut pas, changer de bannière, on va dire, Ouais. comme ça, en moins de 3 ans, sauf accord, des fédérations. Nous n'avions, pas donné notre accord, mais c'est la fédération internationale qui reste souveraine, sur ces décisions-là et la fédération internationale a souhaité, donner, son accord à Jessie. Voilà, je vais pas commenter plus. Nous, en tout cas, nous n'étions, pas d'accord là-dessus parce que, la Fédération française de voile a investi énormément de temps, et d'argent dans la formation de Jessie. Donc, en tout cas, moi, en tant que DTN, j'estimais qu'elle devait continuer à courir pour nous. La fédération internationale a eu une autre lecture et une autre décision. C'est elle qui avait fait cette démarche, qui avait voulu, qui a voulu passer sous pavillon néerlandais? Oui. Oui, absolument. D'accord. Passons maintenant au meilleur espoir masculin. Donc, c'est l'équipage de match racing mené par Marin Micoulo. Je vais citer les autres équipiers: Camille Pfaff, Aristide Delin, Clarisse Bessac, champion du monde de match racing jeune en juillet en Pologne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce choix? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Guillaume ou Jean-Luc? En tout cas, pour continuer, et revenir un peu sur la richesse, de notre sport, c'est bien parce que, on a commencé en parlant de la course au large. On est allé faire un petit tour, sur, le kite et puis là, on vient, sur, ce qu'on appelle, nous, l'inshore, la course en baie et plus particulièrement, le match race, donc le 1 contre 1 et les équipes et nous, à la Fédération française de voile et je pense notamment aux équipes à nouveau de Marc Bouvet, Mathieu Richard, il y a un très gros travail qui est fait, sur le match racing, dans nos régions et en l'occurrence aussi dans la région, Pays de la Loire, mais aussi, dans le sud de la France, pour le match race. Il y a, beaucoup d'implications, chez les jeunes, chez les seniors. On peut aussi penser à l'équipage de Pauline Courtois qui était aussi, Oui. nommée au titre du marin de l'année, hier pour son 5e titre, de championne du monde. Donc il y a un vrai savoir-faire, du match racing français. Et là, ce titre jeune, il est très, très prometteur. On a vu, hier, sur la scène du nautique un très bel équipage, soudé, bon, effectivement de jeunes, mixtes et donc voilà, on les sent déterminés. Aujourd'hui, c'est pas une discipline olympique, mais c'est une discipline très formatrice. Je pense évidemment, au côté règles de course et au côté équipage et donc nous, on croit, dans cette vertu de la formation, du match race, d'une part, mais aussi bien sûr de faire briller, la France, de faire briller la Fédération française de voile avec ce beau résultat. Je pense qu'ils ont une belle carrière devant eux en équipage ou à titre individuel. Tu le rappelles, hein, il y a une vraie densité, il y a toujours eu une vraie densité, au niveau de la Fédération française de voile en match racing, hein. Tu parlais de Pauline Courtois, Mathieu Richard. Jean-Luc, ça fait partie de l'ADN de la fédération, ce match racing, en tout cas de la voile française, de performer au plus haut niveau? Oui, je pense qu'on bénéficie, d'une culture qui remonte loin et quand je compare avec d'autres fédérations, notamment grâce à nos CTS qui, en fait, sont là depuis, longtemps, ont eu différentes expériences, et savent se remettre en cause après chaque olympiade. Donc on a à la fois à chaque fois un renouveau et un bénéfice de l'expertise et de l'expérience, qu'on a acquis au plus haut niveau et ça a pas de prix. Et c'est ce qui permet, à la France d'être présent, quasiment dans l'ensemble des domaines de la voile et puis aussi je pense que, ce que, Guillaume et Philippe Mourniac sur l'édition, précédente et là qui se prolonge, de travailler, comme l'a dit aussi Guillaume, sur la transversalité, que chacun puisse aller, goûter, sentir, d'autres domaines, que ce soit la voile olympique qui va sur le maxi, banque populaire, que ça discute foil, entre un ultime, et un accra,
qu'on ait des spécialistes du match race, qui vont aller sur CellGP, puis après ils reviennent. Voilà, ce melting pot, fait la force de la voile française. Et ça, Guillaume, tu as l'impression que les passerelles, elles sont beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a encore quelques années? Oui, elles le sont clairement et vraiment on essaye de les mettre en œuvre. On essaye de les mettre en œuvre saison après saison ou, dans une même saison et ça je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire que, si on prend la voile olympique, bien sûr, faut performer, dans sa discipline, mais par contre, si on peut faire 20, 30, 40, 50 jours dans une autre discipline de haut niveau, une pour laquelle on a une appétence ou une pour laquelle on va aller chercher justement un peu cette particularité. Je parlais du match race et de la maîtrise des règles de course. Bah, peut-être que si on a un petit moins en règles de course, le match race, c'est sans doute une très bonne école. Pourquoi pas la course par équipe. Si on veut s'intéresser à la mise au point du matériel, sans doute qu'aller passer quelques semaines dans une écurie de course au large, on va apprendre plein de choses. Donc, on a cette richesse en France et on va essayer de la mettre encore plus en place et notamment avec notre partenaire Banque Populaire et le team, on réfléchit, plus qu'on réfléchit, on a déjà mis en place des formes de partenariat en acte là-dessus. Très bien, on va finir ce palmarès avec, l'entraîneur de l'année, Nicolas Lebert, qui est, comme je disais, un ancien spécialiste, notoire de 4-7 dans les années 90, si je ne me trompe pas, qui entraîne maintenant, l'équipe de France de laser d'Ilka 6 et précisément, donc avec le titre mondial de Luis Cervera. Guillaume, on va continuer avec toi. C'était un titre logique pour vous? Il y avait beaucoup de concurrence, autour de Nicolas? Ah oui, alors son parcours, sportif, c'était un peu plus récent. Il a été aux Jeux de 2004, Ah notamment, où oui, il a alors ça, je le vieillis un peu, ouais. une très belle 5e place, avec Gilda Philippe, à la barre. Bah, déjà, si on revient encore sur la soirée d'hier, le président du jury, Tony Estanguet, a félicité la Fédération française de voile d'honorer, les coachs et je pense que c'est très important, d'honorer, nos coachs, d'honorer, ce job d'entraîneur, ce job d'éducateur, et je disais hier soir que c'était important que, tous les gens qui suscitent ces passions d'aller vers la compétition, soient récompensés à travers, ce titre et ça, je pense que c'est vraiment important parce que, il y a ces fameux, travailleurs de l'ombre qui, dans les clubs, dans les 1100 clubs de la fédération, accompagnent ces jeunes au quotidien, les engagent sur une compétition le week-end, les engagent sur une compétition régionale, puis nationale et puis un jour, ils arrivent, à l'international et c'est là que, ils se retrouvent, sous la lumière du Casino de Paris, aujourd'hui ou de l'Olympia hier, et donc à travers cette récompense, moi je pense vraiment à tout ce réseau d'entraîneurs de la Fédération française de voile. Et pour revenir, à ta question, bah, Nicolas, c'est la deuxième fois en tant qu'entraîneur qui ramène un titre mondial dans une discipline olympique. On se souvient de Jean-Baptiste Bernaz et de son titre acquis au Mexique en 2022. Je crois que cette année, là, c'est, Ariane Humbert qui avait été, sélectionnée parce qu'elle aussi avait ramené un titre mondial et donc cette fois, c'était fort logiquement qu'on a souhaité récompenser Nicolas, Nicolas Lebert. Mais évidemment, oui, à l'image de la belle affiche qu'a produit la Fédé sur les nommés au titre de l'entraîneur de l'année, la concurrence était élevée. Il y avait d'ailleurs, on l'a cité, Mathieu Richard pour le match race qui était nommé. Et bien d'autres comme Pascal Cholet qui a ramené à 2 reprises des médailles des Jeux Olympiques. Donc voilà, on a ce savoir-faire français des entraîneurs. Il faut l'entretenir et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Jean-Luc sur cette mandature. On a des cadres, des CTS qui accompagnent les entraîneurs, qui animent le réseau des entraîneurs pour l'un et qui sont plus spécifiquement en charge de la formation des entraîneurs pour un autre, Pierre Noës Mohen et Cyril Fourier, parce que bah, la génération spontanée, ça n'existe pas et qu'il faut préparer le futur. Et évidemment, on a des très bons coureurs en France, mais il faut d'excellents formateurs et d'excellents entraîneurs pour les accompagner. Et puis, on a aussi reconnu cette année à la fédération le rôle de nos bénévoles
dans l'entraînement en créant, la fonction d'entraîneur de club et donc c'est, la possibilité pour un, président de club de reconnaître, les compétences, d'un particulier, d'une personne, avec un passé de sportif bien sûr, dans la fonction d'entraîneur pour qu'on continue de maximiser les personnes qui accompagnent nos athlètes. On va continuer avec la voile olympique. Quel est, Guillaume ou Jean-Luc, tous les 2 peut-être, le bilan que vous avez fait de la saison, 2025, qui s'est achevée, en novembre ou en décembre? Là, il y a les championnats du monde jeunes en ce moment d'ailleurs. Quel bilan vous avez fait de cette année, en voile olympique? Cette année post-olympique, C'est une bonne, saison. Nous avons ramené, 4 podiums, dans nos disciplines olympiques, hein, donc 4 sur 10, ça nous positionne, dans le top 5 des nations avec, on parlait du titre mondial de Louise Cervera, la médaille d'argent de Tom Arnoux en IQ, foil homme, bien sûr et puis, les 2 médailles en kite. Lauriane Nolot prend le bronze et puis, Benoît Gomez prend le bronze, chez les hommes. Derrière aussi, une belle, 6e place pour, Mathis et Lucie en 4,70 mixte. Donc, on pense aussi à Nicolas Goyard qui a pris la 5e place du championnat du monde. Donc une belle première saison. Maintenant, les places sont chères. Il faut, vraiment se battre dans cette hiérarchie, internationale. Je parle volontiers du retour en force, des Chinois, qui, préparent, les jeux chez leurs, meilleurs adversaires avec, le plus grand, les plus grands moyens, et donc ça va être des jeux disputés et donc vraiment il faut aller de l'avant, il faut continuer de progresser, il faut monter dans la hiérarchie, pour être vraiment prêt, dans 2 ans et 7 mois, aux États-Unis. on va parler justement de ces objectifs, avec les Jeux olympiques de Los Angeles en ligne de mire. Jean-Luc, une petite question, avant revenons un petit peu sur les Jeux olympiques de Paris 2024. On parle souvent d'héritage olympique. Est-ce que en matière de voile, il y a eu un héritage olympique des Jeux de Paris qui se sont déroulés, on le rappelle, à Marseille pour ce qui concerne la voile? Ah oui, nous on a un héritage, fabuleux, c'est notre, pôle olympique, de Marseille, hein, puisque, comme vous le savez, la marina a été entièrement refaite à Marseille et on a un fantastique outil maintenant, au pôle, olympique de Marseille. Un outil à la fois qui permet, aux sportifs, de l'équipe de France, de se préparer au mieux avec toutes les installations, qu'il faut, qui sont, nécessaires, pour maximiser la performance et puis, qui sert aussi à nos jeunes, à nos espoirs. Donc, l'héritage, est bien présent et pour de nombreuses années et c'est un héritage, je dirais, sonnant, trébuchant. Mais aussi, on a l'héritage d'avoir fait quand même, découvrir la voile à beaucoup de Marseillais, puisqu'il y a eu énormément de public, sur les fan zones. Donc, nous aussi, c'est une des préoccupations de la fédération, c'est que nos concitoyens ne tournent pas le dos à l'eau. Alors, que ce soit pour le plus haut niveau de compétition ou tout simplement pour un plaisir, partagé, ça je pense que c'est important dans l'héritage et puis, le fait que, Marseille, la Méditerranée, est quelquefois un petit peu, sous-estimée, et notamment alors pas forcément sur l'olympisme, mais avec la course au large. Ça a permis aussi d'inciter et il y a des nouvelles courses au large qui se programment en Méditerranée et ça, c'est un héritage des Jeux parce qu'on a mis en avant, le plan d'eau, les images magnifiques, qui ont pu être, retransmises et ça, c'est un véritable héritage pour nous, oui. Et en termes de nombre de licenciés, est-ce qu'il y a eu un effet olympique sur le nombre de licenciés à la fédération? Alors l'effet olympique, nous à la fédération, c'est jamais, quelque chose de très immédiat et de très, mesurable. Par contre, en mesurable en termes de licence. Par contre, ce qui est important, c'est que nos jeunes compétiteurs au sein de la fédération, on les fidélise avec nos champions qui font des bons résultats. C'est-à-dire que nos jeunes en école de sport, ils ont des rôles modèles et ils se projettent.
Et par contre, l'augmentation du nombre de licenciés, vient plus, à la fois du travail de nos clubs, de travail de proximité, d'offrir à nos clients qui viennent au départ, découvrir ce qu'est la voile, on leur offre de plus en plus de choses différentes. Et puis, la course au large est aussi un facteur, d'amener des gens à la pratique de la voile, parce que, la beauté des images, l'esthétisme, le fait que la notion d'aventure, l'aventure, elle c'est pas simplement de faire un tour du monde, pour certains, c'est d'aller, virer l'île qui est à 1 mile, de la côte. Et donc ça, c'est des choses qui se ressentent et qui jouent sur le nombre de licenciés. Et en tout cas, on n'a jamais accueilli autant de monde, dans nos clubs, hein, puisqu'il y a plus d'1 500 000 pratiquants qui passent dans nos clubs. Donc la voile donne envie à nos concitoyens. On va passer au sujet du jour. Vous êtes donc au siège du comité olympique, français, dans le 13e arrondissement à Paris, où vous avez présenté, ce matin, il y a à peine une heure, les justement l'équipe de France olympique 2026. On va demander peut-être à Guillaume de nous dévoiler cette liste, pas en exclusivité puisque vous venez de la dévoiler, mais est-ce que tu peux nous dire quel choix vous avez fait pour cette année 2026? Alors les choix, c'était assez facile, j'ai envie de dire, parce qu'on avait donné des règles extrêmement claires pour être, en équipe de France, 2026. Il fallait avoir fait dans les 6 premiers du championnat, du monde 2025 ou avoir fait, une médaille olympique ou un titre mondial en 2024. Donc, cette deuxième condition donnait l'accès à Erwan, Fischer et Clément Péquin, donc qui était champion du monde en 2024 de 49ers. Donc on les vient de les annoncer en équipe de France 2026. Et puis après, Lauriane avait les deux conditions, Lauriane Nolo en kite. Si je reste sur le kite, Benoît Gomez avec sa troisième place mondiale rentre dans cette équipe de France. J'ai parlé tout à l'heure de Louise Cervera avec son titre mondial, donc elle est évidemment dans cette équipe de France. Les IQ hommes sont deux avec Tom Arnoux, deuxième du championnat du monde, et Nicolas Goyard, cinquième du championnat du monde. Et enfin, notre équipage de 4,70, Mathis Paco et Lucie Degène avec leur sixième place au championnat du monde. Et je pense que je n'ai oublié personne. On a annoncé 9 athlètes aujourd'hui en équipe de France. Ça veut dire qu'il y a des séries où il y a pas d'athlètes estampillés équipe de France? Est-ce que c'est un choix justement d'exigence de votre part? Pourquoi ce choix? Exactement, à un moment donné, je pourrais le dire sous forme de boutade, malheureusement, les podiums, n'ont que 3 places et donc faut tendre, le plus tôt possible vers ce podium-là, vers ces 3 places et donc effectivement, c'est un choix guidé par l'exigence. Maintenant, on va pas du tout abandonner, les séries qui sont, tout proches de ce top 6. On va évidemment continuer, d'accompagner, je pense notamment à Nonacra 17, et aux autres qui sont un petit peu plus loin, mais en particulier les NACRA 17 pour se rapprocher absolument de ce podium. Mais à un moment donné, c'est bien d'avoir un objectif annuel. Pourquoi c'est bien? Parce que ça nous rapproche des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, il faut être prêt le jour J. C'est pas 15 jours avant, c'est pas 15 jours après. C'est bien du 14 au 28 juillet 2028 qu'il faudra être prêt avec les planches qui commenceront, les bateaux qui termineront. Et voilà, il faudra être prêt le jour J. Et donc, on se prépare tous ensemble, athlètes, staff et direction, à performer le jour J pour être prêt en juillet 2028. Tu peux nous expliquer comment va se passer le process de qualification justement pour ces Jeux olympiques 2028? Oui, de qualification, je peux. Donc, on faisait partie, des sports qui avaient la chance d'être qualifiés, aux Jeux olympiques, pour 2024. Cette fois, on se retrouve, à égalité avec, les autres nations. C'est les Américains qui auront le plaisir d'être qualifiés dans les 10 séries et donc nous, on devra, batailler pour aller chercher, ce fameux sésame, qui permet, de jouer pour une médaille. Historiquement, on a entre 2 et 5 nations qui réussissent à qualifier leurs, 10 disciplines. Ça restera, notre objectif de se qualifier dans le plus grand nombre de disciplines. Pour mémoire, la dernière fois à Tokyo, on avait fait 9 sur 10. Donc là, voilà, ce sera difficile, mais on va essayer de se qualifier, dans les 10 disciplines. 3 temps de qualification, un temps, sur les championnats du monde 2027. Donc il y aura le championnat du monde de Fortaleza
fin janvier 2027 qui réunira les 6 disciplines solitaires et puis, le championnat du monde des doubles qui aura lieu à Gdynia fin juillet 2027, donc les 4 séries doubles. Là, en gros, 50 des quotas seront attribués. Puis après un temps continental, donc avec, la petite particularité pour la voile d'une répartition sur 6 continents. Nous, bien sûr, on émargera sur les quotas européens, quotas qui sont les plus durs à obtenir puisqu'il y a beaucoup de nations, en Europe. Et enfin, un temps à nouveau, international avec ce concept de Last Chance Regatta, donc la régate de la dernière chance qui regroupe toutes les nations non encore qualifiées pour les Jeux, qui se battent pour les derniers, sésames et c'est vrai que c'est un vrai intérêt, médiatique en tout cas, sportif peut-être un peu moins parce que c'est mieux, d'être qualifié, dans les premiers, mais en tout cas, on sait qu'on aura des séries, où on devra aller se battre, sur cette Last Chance Regatta et on sera prêt, jusqu'au bout pour aller chercher ces quotas. Et quels vont être les grands rendez-vous de l'année 2026 et les objectifs que tu assignes à cette équipe de France de volley olympique dont tu viens de nous faire la présentation? On a 3 niveaux de rendez-vous. D'abord, le circuit du Sailing Grand Slam qu'on peut apparenter, à un circuit coupe du monde, dans les autres sports et notamment, les 2 rendez-vous, d'avant-saison que sont Palma, et évidemment, notre semaine olympique française qui a lieu à hier, la dernière semaine d'avril et j'espère qu'on aura plein de supporters, français. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, les championnats d'Europe, hein. On se rappelle qu'en voile olympique, il y a un championnat d'Europe, tous les ans et puis bien sûr les championnats du monde, notamment, on aura des championnats du monde, en France à Quiberon au mois de mai dans 3 disciplines, nos 2 skiffs, les 2 49ers, hommes et femmes et le NACRA 17 et puis, les autres disciplines seront, ailleurs, dans le monde ou en Europe. Mais c'est vrai que c'est toujours un grand moment d'avoir un championnat du monde, de voile olympique en France. Donc, les grands rendez-vous, ce sont, évidemment les championnats du monde. On ne change pas notre stratégie. Il faut performer sur ces championnats du monde. Jean-Luc, les disciplines olympiques, sont les mêmes à Los Angeles qu'à Paris, hein, et donc il y a 10 séries olympiques. On avait la France avait tenté, pour 2024 d'introduire la course au large, au programme olympique. Est-ce que c'est encore un sujet d'actualité pour, plus tard ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet dont vous débattez au sein des instances, internationales? Bah, ça reste un sujet, mais qui risque de se clôturer, sans doute assez rapidement parce que je pense que pour Brisbane, le pays hôte a plutôt décliné, cette possibilité-là. Donc ça complique un petit peu les données du problème. Vous le savez, on a eu, la chance d'avoir, Corinne Migraine qui a été élue, vice-présidente, de notre fédération internationale World Sailing, qui est donc au board. Vous connaissez aussi son attachement pour la course au large. Donc c'est des sujets qu'on continue à pousser, mais qui vont, être, compliqués. Voilà, donc on suit le sujet avec, un espoir, assez modeste de réussite. Il y a un autre sujet, c'est la voile paralympique, hein. Ça fait maintenant, depuis les Jeux de Rio, je crois, si je me trompe pas, Oui, qu'il y a absolument, plus ouais. que la voile n'est plus présente, aux Jeux paralympiques. Est-ce que là aussi, il y a espoir, peut-être, à quel terme éventuel de voir, la voile paralympique revenir au programme? Bah, là, l'opportunité, pour Los Angeles, c'est terminé. Donc on se relance là, par contre, pour Brisbane. La fédération française de voile fait toute sa part, pour, avoir un maximum d'éléments, de donner un maximum de choses pour la fédération internationale. Et là, par contre, on y travaille, plus que sérieusement au niveau international. Et moi, je dis que là, du coup, on peut avoir un espoir, pour Brisbane. Et je pense que c'est vraiment dans la vocation de la voile, de revenir, en paralympisme parce qu'on a des potentiels de grands champions et c'est un sport qui s'adapte particulièrement bien et à tout type de handicap. Donc après ça sera, le choix de l'IPC, qui est, la fédération, hein, l'équivalent du CIO pour les paralympiques, de déterminer le type de handicap qu'ils veulent voir. Mais en tout cas, la voile est capable de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Donc en tout cas, on pousse énormément et j'espère qu'à Brisbane, on retrouvera le paralympisme pour la voile.
D'ailleurs, les championnats du monde de voile inclusive viennent de se terminer à Oman. L'équipe de France y était présente avec, je crois, une quatrième place pour Gauthier Bril en Hansa 303 solitaire. Guillaume, quel est un peu le bilan que vous avez fait de cette édition des mondiaux de voile inclusif? Bah, donc, le petit, sujet qu'on a sur les épreuves, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Donc, déjà il faut les choisir. On essaye de mettre, des moyens avec, l'Agence nationale du sport, sur ces sportifs. On a aussi eu une troisième place sur, une compétition en Turquie avec une jeune femme, au mois d'octobre. Donc on essaye aussi d'avoir, la parité, et de participer à augmenter le nombre de nations dans ces grands rendez-vous, parce que ce sera un des critères que l'IPC, comme le disait le président, prendra en compte pour le retour de la voile aux Jeux. Et pour revenir sur la question, moi, je pense on est plutôt bon. Hein, faut se rappeler du titre mondial qu'on avait obtenu en 2023 notamment. Donc c'est une discipline dans laquelle on est plutôt performant, et où on va continuer d'accompagner nos sportifs et nos sportives pour être en haut du podium. Pour finir, Jean-Luc, l'année 2026 va bientôt débuter. Quels sont les grands enjeux pour la Fédération française de voile et les grands rendez-vous en 2026? Bah, les grands enjeux pour la Fédération française de voile, c'est d'être au rendez-vous, sur la performance sportive, on vient d'en parler, mais aussi la performance, sociale. Et nous, on a beaucoup de chantiers, notamment en ce qui concerne, par exemple, les classes de mer. On souhaite, développer, on a créé un réseau des classes de mer, puisqu'on sait que, bah, pour beaucoup d'enfants, voir la mer est quelque chose en dehors des classes de mer dont ils n'ont pas l'occasion de voir. Ça leur permet aussi de découvrir notre sport. On a aussi, toute notre implication dans la formation des jeunes. On a un formidable sport avec des valeurs qui permettent à des jeunes éloignés de l'emploi de pouvoir, à travers, la rigueur que va donner la voile en venant 5 mois dans un club de sport, en leur apprenant, différentes choses sur le savoir-être pour avoir rendez-vous avec les entreprises, à les emmener, ou vers des formations qualifiantes ou des emplois. C'est aussi ça, le partage de nos valeurs de la fédération. Donc, à la fois évidemment, et c'est le travail de Guillaume et de ses équipes et qui est formidablement fait, c'est d'aller chercher les podiums. Et puis, bah, pour la fédération, c'est aussi, d'aller chercher le bien-être de nos concitoyens, que ce soit aussi à travers des actions de sport santé et de développer nos clubs, de leur donner, accès à des modèles économiques, qui sont en grande mutation à l'heure actuelle. Donc ça, c'est les grands défis de la fédération. Tu parles de modèle économique, on va terminer là-dessus. Il y a une route du Rhum, en 2026 qui sera un peu le grand rendez-vous de l'année. Est-ce que toi tu constates, qu'il y a que c'est difficile aujourd'hui de monter des projets? Est-ce que le contexte économique est compliqué pour la voile en général? Bah, je pense que le contexte économique est compliqué pour tout le monde et pas pour la voile en général. Par contre, Ouais. nous, je pense qu'on a un avantage, extraordinaire, c'est que les partenaires, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur raconte des histoires. Et en fait, on a un sport qui permet de raconter de fantastiques histoires, des histoires qui peuvent être très différentes, donc ça leur permet de se différencier, d'être présents sur un temps long, et donc de leur offrir une visibilité. Et tous les partenaires qu'on rencontre pour tout ce qui est communication interne, je dirais ils ont pas trouvé mieux que notre sport pour faire vibrer l'ensemble de leur entreprise, en suivant, un athlète qui est, sur la course au large. Donc, il va forcément y avoir une petite, baisse, mais bon, ça, on l'avait tous, annoncé, hein. On était dans un pic incroyable de la course au large. On est lié, comme tout le monde, au monde économique, mais, beaucoup des partenaires qui sont engagés dans la voile connaissent les valeurs de la voile et savent que c'est aussi du long terme. Donc, pour, réduire peut-être un peu la voilure, pourquoi pas, mais persévérer, et ils seront gagnants en persévérant. Eh ben, très bien. D'ailleurs, je crois qu'il y aura quand même 120 bateaux à peu près au départ de cette édition de la Route du Rhum. Merci beaucoup à tous les 2 d'avoir pris, du temps dans la foulée de votre conférence de presse pour répondre à mes questions. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à tous nos auditeurs aussi, parce que Pause Report va faire une petite pause avec, des épisodes qui seront rediffusés, les plus écoutés des 6 derniers mois, et on se retrouvera début janvier
pour le 239e épisode de Pause Report. Bonne fête à tous et à toutes et à très bientôt Jean-Luc et Guillaume. Merci Axel. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!